Va essayer d'être pragmatique. Alors, je tenais à souhaiter la bienvenue à Madame Job, directrice du pôle sectoriel, dont c'est le premier conseil communautaire. Je tenais également à vous annoncer l'arrivée de Madame Rezano Amandine, qui sera la directrice du pôle travaux bâtiments et qui va arriver le 20 mars. Et de Madame Rollet Maïté, directrice du pôle développement territorial, qui va arriver le 16 du 4 et qui aura en charge, et c'est pour ça que je le précise, parce qu'il va y avoir une petite nouveauté, à la fois le service d'instruction des affaires et en lien avec l'urbanisme, la mobilité, le DevEco et le transfrontalier. Vous savez qu'on a subi ces derniers temps quelques départs, hein. Donc voilà, il a fallu remplacer les chefs de pôle. Il y avait deux points qui étaient dédiés à la mobilité. Tout d'abord, la convention de partenariat avec le département, et il y avait un point sur une motion sur le projet d'A31 bis. Je vous propose de retirer ce point de l'ordre du jour. Ce point nécessitant des discussions plus approfondies au niveau de notre territoire et que chacun puisse s'exprimer d'une manière, je dirais, avec une vision plus large par rapport aux différents enjeux, des choses qui sont évoquées dans cette motion. On parlait de tunnels profonds à Florange. Il faut savoir que pour nos habitants, ces tunnels profonds a quand même un impact sur l'histoire du péage. Et nos habitants auront double peine, à la fois pour ceux qui voudront aller vers Thionville et ceux voudront aller vers le Luxembourg. Il faut qu'on en discute. Il faut que dans cette motion aient été évoquées des choses comme le BHNS vers Esch. Je ne suis pas sûr que c'est directement nos enjeux ou pas. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on retire ce point de l'ordre du jour, on en rediscutera et à tête plus reposée lors de notre prochaine réunion des maires. Je pense que ça va être le premier moment où on pourra voir ça. Sachez, et j'en profite pour saluer M. Coréen qui représente le Républicain Lorrain. Soyez le bienvenu, M. Coréen. Alors, sachez que concernant la saisine du tribunal administratif pour notre sortie du SMITU, nous avions déposé notre recours le 7 janvier. À partir de demain, ça fera déjà 2 mois d'écoulés où, à notre connaissance et à celle du bureau d'avocat, il n'y a toujours pas de réponse à notre mémoire. Dans le cadre du projet de territoire, il y a eu une séance de travail du Conseil de développement concernant le 4e axe et qu'on avait vu ensemble, où le Conseil de développement voulait faire certaines propositions. Voilà un peu pour un ensemble d'informations. Et avant d'ouvrir officiellement ce conseil, moi je voulais encore vous remercier pour la bonne tenue de notre séance de travail de la semaine dernière. Pour moi, ces échanges qui ont pu avoir lieu d'une manière calme, apaisée, je dirais, et qui sont vraiment déroulés dans un bon état d'esprit, je dirais, en général, montrent notre maturité à pouvoir discuter de l'ensemble des thématiques. Et donc, je remercie tous ceux qui ont participé à cette réunion de travail la semaine dernière.
Concernant le quorum, normalement, il est atteint. J'ai un ensemble de procurations en ma possession. Donc, M. Bauer qui a donné procuration à Joseph Gameau, Mme Hacker qui a donné procuration à M. Dorchy, M. Gonan qui a donné procuration à M. Thierry Michel, M. Himer qui a donné procuration à M. Benoît Steinmetz, M. L. Régis qui a donné procuration à M. Balcerzac, M. Zener qui a donné procuration à Michel Paquet, M. Groult qui a donné procuration à M. Hassan Fadi, Mme Cardet, Mme Bernard qui a donné procuration à Mme Cardet. Voilà l'ensemble des procurations en ma possession. Y en aurait-il d'autres dont nous n'aurions pas connaissance? Non. Donc, si vous voulez bien, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Alors, est-ce que M. Allèche est là? Donc, Madame Langmar, merci beaucoup. Donc, nous pouvons passer au premier point de l'ordre du jour. Le premier point concerne l'approbation de notre conseil communautaire du 15 décembre. Vous avez tous pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je vous remercie. Le point 2 et le point 3 concernent des décisions que j'ai prises sur les périodes du 1er au 20 décembre et du 3 janvier au 6 février. Avez-vous, par rapport à ces décisions, des questions? Pas de questions. Merci. Le point 4 et le point 5 concernent des décisions du bureau qui se sont déroulées le 6 décembre et le 31 janvier 2023. Par rapport à ces points, avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Le point 6 concerne l'augmentation de capital de la SEM Sodevam. Donc, il ne s'agit pas que les différents actionnaires de la Sodevam rajoutent des espèces sonnantes et trébuchantes au sein de la Sodevam. C'est qu'au moment où le département est rentré au capital de la Sodevam, notamment, il y a eu un ensemble de choses qui ont été mises à disposition de la Sodevam. Et donc, aujourd'hui, c'est uniquement d'intégrer, en de mémoire, je crois qu'il y a des bâtiments et autres, d'intégrer ces actifs, oui, voilà, d'intégrer ces actifs au capital de la Sodevam. Voilà. Mais en aucun cas, il est demandé aux actionnaires de la Sodevam de mettre la main à la poche. Est-ce que sur ce point, vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 7 étant retiré, je passe la parole à Roland pour le point 8. Monsieur le Président, chers collègues, très rapidement, le point numéro 8 concerne une convention de partenariat entre la communauté de communes de Cattenom et environ et le département de la Moselle relative à la réalisation des voies dédiées, d'une voie dédiée entre Étanges-Gronde et la frontière luxembourgeoise, Évranges en particulier. Vous avez tout le descriptif de cette convention avec le préalable à la réalisation du projet qui est opéré sous maîtrise d'ouvrage du département de la Moselle et avec toute la déclinaison des compétences que le département de la Moselle prend dans cette mesure. Moi, je tiens juste à rajouter un point qui me paraît important et qui n'est pas mentionné dans cette convention,
s'il y a une ambition du département et de l'intercommunalité sur cet axe, le président du département a affirmé également vendredi dernier dans le comité de suivi franco-luxembourgeois en préfecture de Metz que la même détermination a été mise sur les axes entre Cattenom et la frontière luxembourgeoise et entre Étanges-Grande et Volmerange, que ce partenariat était exemplaire et que cette convention serait signée dans les semaines qui viennent. Et donc, il a annoncé, il a également précisé le rôle de chacun en affirmant le fait que nul ne peut se prévoir de ce projet. Seul le département de la Moselle et son président et la communauté de communes de Cattenom et environ et son président peuvent évoquer ce sujet car ils en sont les parrains. Et ce projet donc avance considérablement. Vous avez la convention qui est là, je ne veux pas en faire lecture, mais ça me paraît politiquement très important de mentionner cette ambition Moselle en partenariat avec la communauté de communes de Cattenom et environ. Un axe fort, 112 000 travailleurs frontaliers à l'heure actuelle. Ce matin, je lisais, et ne soyez pas, les études estiment le nombre de frontaliers à l'horizon 2050, je parle des frontaliers, pas des frontaliers spécialement français, à 500 000, à 500 000, dont 250 000 à 300 000 pourraient être français. Vous voyez quand même que si on nourrit pas et si on ne trouve pas des solutions pour fluidifier ce trafic de l'autre côté, en direction du Luxembourg, honnêtement, on portera un lourd préjudice économique, social, économique dans toute sa largeur. On va étouffer un territoire où l'INSEE annonçait son vieillissement il y a quelques semaines et une baisse de la population qui allait de 1 million pour 725 communes à 700 000. Mais que ce qu'on appelle le Nord-Mosellan n'était pas trop impacté car l'hameçon fonctionne toujours de l'autre côté de la frontière et 75% de nos populations qui travaillent le font de l'autre côté de la frontière. Un dernier élément qui ressort, c'est que sur la santé de notre territoire, bien évidemment, on a tendance à se porter et à faire un focus sur les populations qui vont de l'autre côté. Mais on en parlait samedi, Michel, Hassan Fati était parmi nous, etc. N'oublions pas les 25% qui travaillent sur notre territoire. N'oublions pas tous les flux et le rôle prépondérant qu'on doit avoir pour ces populations-là. C'était une aparté sur cette convention. Je ne veux pas nourrir plus le débat, mais je voulais quand même rappeler, parce que c'est une politique forte qui est engagée par le département de la Moselle et la communauté de communes de Cattenom et environ. Et je vous promets que j'ai vu l'avancée des études avec les services du département. Honnêtement, on était étonnés et c'est quelque chose de très futuriste qu'on va nous proposer. Dans un délai rapide. Ça veut dire que tous les appareils, les collectivités de proximité peuvent fonctionner. Je le disais à un maire ce matin de cette interco, l'élu local a encore un sens. C'est la démonstration. Oui, alors Thierry, appuie sur le bouton de... Oui, bouge pas, voilà. Voilà, c'est bon. Merci. Bon, étant concerné, donc je suis pour cette troisième voie, mais étant une commune concernée, j'aimerais que moi, en tant que maire, fasse partie, s'il y a des discussions avec le département ou s'il y a des réunions de travail, j'aimerais, s'il vous plaît, en faire partie. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'Evrange va être traversée de part en part. Voilà, donc c'est une demande que je vous fais de manière officielle. Et j'espère qu'elle pourra se faire. Oui, mais non, mais enfin, moi, je vais sûrement répondre la même chose que toi, c'est que aujourd'hui, et sur aucune thématique, la communauté de communes a travaillé sans concerter les maires qui étaient concernés. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait.
Donc forcément, aujourd'hui, avec Roland et les services du département, on a eu une vision globale du projet du département, mais lorsque l'on rentrera dans les dossiers de proximité et les traverses de communes ou les traverses de bons communaux, forcément, on viendra en discuter avec les maires. On viendra les informer. Enfin, il est hors de question à un moment donné que le département ou quoi lance des reprises de terrains agricoles sans informer le maire qui risque du jour au lendemain d'avoir l'ensemble des agriculteurs dans son bureau. Donc, non, dès qu'on sera dans un schéma et qu'on sera sur le détail, on invitera les maires concernés sur leur tronçon à venir en discuter. Mais aujourd'hui, on n'est que sur une idée globale avec le département qui regarde aussi pour voir où les soutiens peuvent arriver de l'Europe et autres. Et voilà, donc là, pour l'instant, on n'est que sur une phase de montage de dossier. S'il y a des présentations qui se font de manière générale ou je sais pas, que sais-je, j'aimerais à minima être invité, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de la communauté de communes. Je n'ai pas de souci de ce côté-là, mais voilà. Donc maintenant, je ne sais pas si vous ou Roland est invité dans le cadre de la mobilité. Non, malheureusement, je ne fais pas partie de cette commission. Mais non, mais je vais préciser, ce n'est pas un sujet nouveau, nous en avons parlé. Je vais terminer parce qu'on pourrait y passer la soirée. Les communes ne seront pas oubliées. Le président du département et le président de l'intercommunalité l'ont listé et l'ont exigé, comme ils le font. Ça y est, la réponse est là, c'est net, et il est absolument nécessaire que les maires, et c'est la préoccupation de toujours dans cette interco, hein, qu'on l'intègre. Il n'y a pas de sujet d'inquiétude. Lorsqu'on traverse une collectivité, le maire, les élus sont connectés au projet. Simplement, il y avait des paliers. On avait déjà évoqué en commission ce sujet et les paliers sont respectés. Et le président de l'Interco, Michel Paquet, et celui du département, Patrick Weiten, l'ont mentionné lors de notre dernière rencontre. Avant ça, on ne pouvait pas. Voilà. Non, mais voilà. Et enfin, aujourd'hui, il ne s'est tenu aucune réunion officielle. Voilà. Sois rassuré. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet? Pas d'intervention, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Avant de clôturer le dossier de la mobilité, nous avons reçu ce soir, avec une dizaine de jours de retard, les relevés sur les voiries. Donc, il y a 220 pages que les services vont analyser. À l'issue de ces 220 pages avec Roland, nous échangerons avec la presse et dès qu'on a fini avec la presse, on vous les enverra dans le même timing à chacun d'entre vous dans les communes. Voilà. De manière à ce que vous ne le découvrez pas forcément, vous en tant que maire, dans le journal. Mais aujourd'hui, on doit d'abord décrypter les 220 pages de ces comptages, de manière à voir une vision plus pragmatique. Voilà, Monsieur Correa, on ne vous a pas oublié. On reviendra vers vous dès que les services auront tiré un peu ça au clair. Bon. Michel Paquet profitera de la soirée de demain soir où nous regarderons la télé et un match de football qui se déroule à Munich. Oui. Ben non, il faut que je supporte le Bayern. Et il fera... Ouais. Moi, je l'assume devant les caméras et devant tout, quoi. Ben, voilà.
Il y a un joueur qui a reçu un trophée dernièrement, il a parlé de chez l'ennemi. Voilà, donc si c'est la guerre, moi je soutiens le Bayern. Donc, voilà, mais en tous les cas, juste pour vous expliquer que ces comptages qu'on aurait dû avoir pour fin février avec Roland à peu près, on vient de les avoir seulement ce soir. Il y a eu un problème de traitement informatique. Donc, si vous voulez bien, on a voté, je crois, on peut passer au point suivant. Le point suivant sera présenté par moi en l'absence de Bernard Zener. Le point 9 est très simple. Il s'agit, comme dans chacune de vos mairies, des restes à réaliser. Les restes à réaliser, c'est tous travaux dont il y a un OS qui a été fait avant le 31/12 et dont les travaux commencent et seront à payer avant le vote du nouveau budget. Chez nous, on doit quand même faire des restes à réaliser, même qu'on vote le budget au mois de décembre. Mais je le rappelle, comme il y a beaucoup de nouveaux maires et dans les communes, voilà, c'est important de se rappeler. Donc, au niveau du budget général, notre reste à réaliser est en dépense de 5 600 000, j'arrondis, et nos recettes sont de 1,5 million. Et au niveau du budget d'assainissement collectif, il y a 0 en recettes et 198 000 € engagés au niveau des restes à réaliser. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau ou pas? Pas de questions? On peut passer au vote? Ah, il n'y a pas de vote. Ben voilà, donc on n'a pas besoin. Donc c'est un dont acte si vous n'avez pas de questions. Je vous remercie. Le point 10 concerne l'allocation du logement qui est à la piscine Cap-Vert. Donc, ceux qui ont regardé et lu le cahier des charges, le loyer qui est proposé, c'est un loyer de 800 €, fluide compris. Pourquoi fluide compris? Et là, ça peut être aussi intéressant pour vous dans vos communes. C'est que si vous n'avez pas d'appareil pour mesurer pile, l'eau, etc., vous ne pouvez pas mettre des charges. Donc là, on est sur un montant de charge estimé. Et ce logement sera mis à la disposition de 2 salariés de la communauté de communes, dont une des personnes travaille à la piscine. Voilà. D'où le fait de 800 €, fluide y compris. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Là aussi, tous ceux qui ont des baux, et là je me tourne vers ma collègue de Zouf, il faut qu'on soit attentif. Nous, on n'était pas bons et on n'est pas bons. La durée des baux est de 6 ans. Le dernier qu'on a fait est de 3 ans, par exemple. Donc voilà, les collectivités, on a obligation de faire des baux d'une durée de 6 ans. Voilà, je le dis, toutes les communes n'ont pas de service technique comme peut avoir la communauté de communes. Et donc, voilà, soyez attentifs. Si vous avez des appartements que vous louez dans vos mairies, assurez-vous que ces baux soient bien en conformité avec la loi. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à contacter les services de la CAMCAT. On doit passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Michel Erga. Oui, il est ton truc, Michel. Voilà. Merci, Président. Le premier point concerne l'approbation du CRAC de la SODEVAM concernant la ZAC de Canfin.
ce crack est à peu près inchangé parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur la ZAC de Canfem durant l'année concernée, puisque c'est l'exercice 2021. Juste pour faire un petit point d'étape sur cette ZAC, donc il n'y a pas d'appel de fonds non plus, donc c'est une ZAC qui a priori ne nous coûtera pas grand-chose sur cette année. Les services de l'État nous ont demandé de mener des études environnementales complémentaires sur une année pour prendre en compte le cycle de la faune et de la flore sur cette zone, puisqu'il manquait un certain nombre de choses. Et je ne le fais pas souvent, et je me permets quand même de faire un point qui me hérisse le poil. J'ai eu un retour cet après-midi, donc c'est tout récent, et les élus ici présents ne sont pas au courant, concernant la possibilité d'implanter des panneaux photovoltaïques en fond de zone. Les services de l'État n'y sont pas favorables, considérant qu'il y a des zones humides non prioritaires, mais qui nécessitent de les protéger, de compenser. Donc, grosso modo, quand un EPCI comme le nôtre veut investir dans le photovoltaïque, ben, ça ne marche pas. Quand on veut investir dans l'éolien, ça ne marche pas. Donc, il y a un moment, il faudra nous expliquer comment on fait de la transition énergétique si on peut implanter nulle part des moyens de production d'énergie renouvelable. Et si, en tout cas, les principaux opposants, c'est l'État. Là, ça me semble quand même un peu contradictoire avec les discours qu'on entend régulièrement à la télé sur la nécessité de décarboner la production d'énergie et ensuite de ne rien mettre en place pour que les EPCI qui sont prêts à investir dans ce domaine-là puissent le faire. Bon, ça ne peut pas être au détriment de tout, mais entre tenir compte des contraintes environnementales, et je pense que l'émission de CO2, c'est la première contrainte environnementale de laquelle on doit s'occuper, et bloquer tous les projets, il y a quand même un pas que les services de l'État devraient nous aider à franchir et pas être simplement des censeurs et des empêcheurs de faire. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais là, il y a un petit peu d'exaspération sur les retours des discussions entre la SODEVAM et les services de l'État sur ces sujets-là. On a déjà été empêchés concrètement de faire un parc de photovoltaïque qui aurait permis de produire déjà pas mal d'énergie sur Écherange, Molvange et Rochonvillers. Éolia, pardon. Et là, on va se retrouver, je crains qu'on se retrouve au bout du chemin et de beaucoup d'énergie et beaucoup de combats dans la même situation. Je te rassure, Michel, je crois que tous les vice-présidents au DevEco, à un moment donné, ont poussé leur coup de gueule contre les services de l'État. Parce que, comme tu le dis, bien souvent, on a l'impression qu'on tourne en rond. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours à toi, Michel. Oui, le point suivant concerne aussi le crack, mais concernant la ZAC d'Étanges sur l'exercice 2021. Là non plus, il n'y aura pas d'appel de fonds de la SODEVAM auprès de la collectivité pour l'aménagement de cette zone. Par contre, là, il y a des choses qui bougent, même si le contexte économique est compliqué. Donc, pour l'instant, il ne reste, à ma connaissance, plus que 3 terrains disponibles. Tous les autres soit sous compromis, soit réservés, dont une partie aussi pour des projets communautaires. Voilà, c'est une zone qui bouge. Il y a des permis déposés, il y a des compromis de signés. Donc là, on a des choses qui évoluent. Évidemment, le contexte banquier des taux d'intérêt et le contexte de l'accroissement fort des coûts de construction ne constituent pas un terrain favorable pour que ça avance très vite, mais ça avance. Voilà. Sur le crack, il n'y a pas de point particulier pour moi à signaler, si ce n'est que il y a eu un avenant qui a réduit le périmètre de la ZAC, prenant en compte, là encore, les contraintes environnementales, et a réduit la participation prévisionnelle de la collectivité au bilan de la ZAC de 30%. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toutes nos ZAC, et pour ceux qui étaient dedans comme Joseph, devaient nous permettre de préparer l'avenir. La pré-centrale, voilà. Ça pose des questions. Alors, on fera de la plantation de légumes, mais on se nourrira de légumes qu'on aura fait pousser. Ouais. C'est tout ce qu'on pourra faire en temps pré-centrale. Michel, toujours à toi. Toujours à moi. Il s'agit d'une modification du cahier des charges de cession de terrain sur la ZAC d'Étanges Grande,
pour prendre en charge 4 points. C'est actualiser les plans de la zone en tenant compte de la réduction de l'espace alloué à la vocation économique liée aux contraintes environnementales, d'intégrer le projet commercial qui est porté par Martel Immobilier, qui change le plan d'implantation qui avait été prévu au départ, puisque c'est un seul projet tout au long de la RD, d'ajuster la hauteur réglementaire pour pouvoir faire répondre aux besoins des différents porteurs de projets, notamment celui de la communauté de communes pour la salle multifonction ou la salle socioculturelle, et d'intégrer les liaisons cyclables dans le plan d'aménagement de la ZAC. Voilà. Il s'agit simplement d'amender le cahier des charges sur terrain sur ces 4 éléments-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel, je crois que c'est toujours à toi. Oui, il s'agit de procéder à l'élection d'un nouveau délégué au syndicat Iloginfort, qui est le syndicat d'aménagement de l'ancien Europort d'Illange, qui est un gros projet d'aménagement à vocation logistique, se basant sur les capacités multimodales de la zone, c'est-à-dire le fluvial, le ferroviaire et le routier, même si paradoxalement c'est peut-être le routier qui est le moins bien servi sur la zone, parce que c'est pas d'un accès des plus simples. Voilà, donc il est nécessaire de procéder à mon remplacement, puisque je suis démissionnaire de mon poste de vice-président et de délégué au syndicat Iloginfort. Voilà, donc là, c'est une décision qui lui est propre à Michel, et donc c'est son poste de délégué au sein de l'Europort. Donc, je voudrais savoir, au niveau des candidats, il y a eu aujourd'hui différents échanges, je crois. Donc, nous avions à la base Rachel qui était suppléante, qui souhaiterait devenir titulaire, je crois, et Michel qui serait suppléant. Voilà. Donc, maintenant, comme on se le doit, y aurait-il d'autres candidats que Rachel titulaire et Michel Schmitt suppléant? Pas d'autres candidats? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on délibère à l'unanimité d'abord sur le fait de voter à main levée? Après, vous avez le choix. Hein. Là, on a quand même fait 14 points en 35 minutes. Si vous voulez qu'on mette un isoloir, tout est prêt, l'urne avec. Donc, est-ce qu'on est OK de voter à main levée? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, merci. Donc, maintenant, nous pouvons passer au vote de nos délégués titulaires et suppléants que sont Rachel Zirovnik et Michel Schmitt. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame et monsieur, vous êtes tous les deux élus à l'unanimité. Michel, c'est toujours à toi. Oui, il s'agit de voter une convention de partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour la mise en place de label éco-défi. Ça consiste à proposer aux artisans du territoire de relever des éco-défis identifiés et validés par un comité de suivi, et qui leur permet, dès lors que les défis sont relevés, d'apposer sur leur communication le label éco-défi. En fait, l'avantage pour eux, c'est de la communication en disant qu'ils se sont engagés dans des actions toujours pareil, de transition écologique et de transition énergétique. Donc, il y a plusieurs thématiques qui sont décrites, sachant que ces labels, alors on vous propose la convention sur une durée d'1 an pour 2023, sachant qu'ensuite elle pourra être renouvelée, et que la labellisation est valable de mémoire 2 ans, et ensuite nécessite, pour être prolongée, que l'entreprise relève un nouveau défi. Alors, en termes de défis, ça peut être de passer de, je sais pas moi, de diminuer leur consommation d'eau, de diminuer leur consommation d'énergie, de procéder au recyclage de 100% de leurs déchets
lors de leurs travaux. Enfin voilà, on peut tout imaginer. L'idée, c'est vraiment de leur amener une labellisation de communication sur leurs actions, sur la transition écologique et énergétique. Ça ne nous coûte pas grand-chose, ça nous coûte de mémoire 3 000 € par an pour la participation aux frais de gestion par la Chambre de commerce. Voilà, c'est vraiment, je trouve, une belle symbolique et essayer d'engager un mouvement auprès des artisans et des entreprises du territoire vers la transition énergétique. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour présenter les deux derniers points à la veille de la journée de la femme, Marie-Marthe, tu as la parole. Merci. Alors, le premier point, c'est le rapport annuel du CIDELON, dont je ne doute pas que vous l'avez étudié en long, en large, en travers. Donc, je vais vous en faire juste une toute petite synthèse. Et moi, je me suis intéressée à deux points particuliers. D'une part, les tonnages collectés, d'autre part, le coût. Alors, concernant les tonnages collectés, commençons par les OM, puisque c'est ce qui est à la fois le plus coûteux et qui représente le plus gros tonnage. Eh bien, on peut dire qu'on a encore des progrès à faire, puisque à l'échelle du CIDELON, on collecte encore 278 kilos par an et par habitant. Si on remonte à 2018, donc on va dire avant les années Covid, on était à 284. Voilà, 284, 278, ce n'est pas encore énorme comme progression. Et ça me permettra tout à l'heure de vous présenter un moyen, sans doute, de faire des progrès dans ce domaine. Si on passe au recyclable, où là, il y a quand même une évolution importante, puisqu'il y a eu l'extension des consignes de tri, qui ne s'est pas faite en même temps pour tous les EPCI. En tout cas, on était les derniers avec le Bouzonvillois à passer en extension des consignes de tri en septembre 2020. Donc, si on prend la référence par rapport à l'année 2020, eh bien, effectivement, il y a eu une augmentation en moyenne de 3 kilos par an et par habitant. Vous voyez que le tri, ça n'est pas très lourd, donc 3 kilos, c'est quand même significatif quand c'est par habitant. Néanmoins, on reste aux alentours de 55-60 kilos par an et par habitant. Il y a là aussi des progrès à faire. Concernant le verre, c'est stable, 31 kg par an par habitant. Idem pour le papier, 12,3 kg par an et par habitant. Alors, quand on regarde dans le détail ce qui se passe au niveau des différents EPCI, eh bien, on constate qu'il y a quand même un EPCI qui se distingue, c'est l'ex-CC3F, puisque la particularité du Bouzonvillois actuel, c'est qu'il y a une partie, l'ex-CC3F, qui fait partie du CIDELON, et l'autre partie qui fait partie du CIDEM. Et donc, l'ex-CC3F se distingue par une collecte d'OM bien inférieure. Je vous disais, au moins, pour la communauté de communes Cattenom, par exemple, c'est 249 kg par an par habitant. Donc, par rapport à la moyenne du CIDELON, on est plutôt bien. Mais l'ex-CC3F, c'est 110 kg, c'est-à-dire moins de la moitié. Il se distingue également par une meilleure collecte du verre, du papier et du recyclage, et également par une collecte plus importante en déchetterie. Alors, si on met ça en relation avec le fait qu'il y a une redevance incitative, on peut en conclure, comme l'ADEME, que c'est tout de même le meilleur moyen de diminuer le volume de déchets. Ce n'est pas l'option qu'on a choisie pour l'instant, mais voilà, je livre ça à votre réflexion en sachant que la redevance incitative sur l'ex-CC3F, eh bien, semble-t-il, porter ses fruits. Et c'est ce que l'ADEME constate effectivement sur l'ensemble des EPCI qui le pratiquent. Au niveau des coûts, sans surprise, quasiment tous les coûts ont augmenté, notamment pour le traitement des OM de 9%, quand on inclut à la fois le coût du traitement et l'augmentation de la TGAP. Puisque vous savez que la taxe générale sur l'activité polluante augmente considérablement, elle va encore quasiment doubler d'ici 2025, clairement à viser incitative pour diminuer le volume des ordures ménagères. Et donc, ça conduit à une augmentation du coût de traitement. On a également une augmentation de coût de traitement des recyclables de 203 à 208 € par tonne.
au passage une augmentation de la reprise du papier, mais on retrouve simplement les coûts avant Covid. Ce n'est pas non plus une augmentation très importante. Et curieusement, pour montrer qu'il y a parfois un découplage entre ce qu'on perçoit de la réalité et les marchés, eh bien, le seul marché qui n'a pas augmenté, c'est celui des transports de bennes. Et on aurait pu penser qu'avec les coûts des énergies utilisées pour les camions, on aurait eu une augmentation. Eh bien non, le coût est tout à fait stable. Tout de même 100 € par rotation, hein. Donc là aussi, il y a une marge de progression sur le fait de diminuer les rotations des bennes. Les déchetteries, l'apport en déchetterie a bien augmenté de, en moyenne, 250 kg par an par habitant à 308, mais c'est vraiment spécifique à l'année 2021, il faudra voir en 2022 ce que ça donnera. Si on est pessimiste, on se dit que c'est uniquement dû à la reprise de l'activité, au fait que des gens ont engagé des travaux chez eux, font du rangement, etc. Et si on est optimiste, on se dit que les bonnes habitudes commencent à se prendre et qu'on utilise davantage les déchetteries. Peut-être aussi que notre recyclerie à étanges a pu y contribuer. Alors, ça me permet, si tu permets Michel, d'introduire un sujet dont j'ai parlé à la réunion de travail des élus, mais vous n'étiez pas tous présents, où j'ai présenté le travail de la commission et les pistes de la commission environnement sur le fait que le meilleur moyen de diminuer les OM résiduels, c'était d'effectuer au mieux possible la collecte des biodéchets. Ou de proposer en tout cas un moyen de trier les biodéchets, puisque vous allez voir que ce n'est pas seulement une collecte. Sachant que les biodéchets, c'est 35% du poids de nos OM résiduels, donc un tiers, et qu'il y a une obligation réglementaire au 1er janvier 2024 à proposer ce tri et éventuellement une collecte des biodéchets. Et l'avis de la commission était de se dire que nous avons un territoire qui est quand même largement rural, en tout cas pas très homogène, et que nous pouvions proposer des solutions différentes dans les petites communes en fonction de la typologie, de la topographie de la commune et dans des centres-bourgs ou dans des plus grosses communes. À savoir que dans les petites communes rurales, on peut tout à fait faire du compostage quand les gens ont un bout de terrain individuel ou devant des bâtiments collectifs, un compostage collectif pour un quartier. Alors que dans des centres-bourgs, le point d'apport volontaire sera sans doute plus adapté, et que dans certains cas, eh bien, le porte-à-porte restera la solution idéale. Et pour en avoir le cœur net entre ces différentes solutions, la Commission propose une expérimentation sur plusieurs mois, en ayant déterminé des zones, à peu près 200 foyers représentatifs, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Parce qu'il ne faut pas croire, même dans certains quartiers d'Étanges, il y a des propriétés avec une parcelle privative qui permet de faire du compostage. Donc, une zone, je dirais, tout compostage, enfin, 2 zones, rural et urbain, tout compostage, individuel ou collectif. Une autre catégorie de zones avec des points d'apport volontaires, le compostage étant toujours proposé, et pour d'ailleurs booster le compostage, on propose de rendre gratuit la délivrance de composteurs. Et enfin, un troisième système avec le point d'apport, le porte-à-porte, pardon, le ramassage en porte-à-porte comme les OM. Donc, j'ai parlé de ces secteurs, je ne les ai pas tous en tête aujourd'hui, mais j'ai contacté quasiment tous les maires concernés qui ont donné leur accord de principe. Bien sûr, dans le détail, ça sera rediscuté avec les services. Il fallait tenir compte d'un certain nombre de contraintes, comme l'existence d'une bascule pour pouvoir peser, bien sûr, les camions avant-après, et donc des quartiers relativement homogènes pour ne pas se tromper dans les collectes, ainsi que les jours de collecte qui devaient être différents pour pouvoir que cette collecte puisse être faite par une seule équipe, un seul camion. Voilà, donc les choses vont avancer sur ce plan-là. Il y aura une enquête qui sera réalisée sur tous ces quartiers, mais je l'espère de façon plus large, dès ce mois de mars. Après, l'enquête sera lancée. Pour lancer la collecte, nous avons besoin d'avoir un exutoire. Et pour l'instant, voilà, des
des pistes se dessinent, mais nous n'avons pas encore d'exutoire. Il est bien entendu hors de question de ramasser les biodéchets et de les remettre dans les OM. Donc ça, c'est la solution la pire en termes de motivation de la population. Donc nous attendrons d'avoir un exutoire pour faire cette collecte, et puis ça devrait se dessiner, je pense, pour l'automne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport à la fois intéressant et technique? Non, pas de questions. On peut passer au vote. Ah, c'est un don acte. Merci Olivier. Marie-Marthe, il te reste encore un point. Absolument. Alors, c'est cette fois-ci pour l'attribution d'un fonds de concours transition énergétique pour la commune d'Entrange et qui consiste à remplacer les éclairages des bâtiments communaux en LED pour un montant de 14 117,68 € et avec une attribution de fonds de concours suivant le nouveau règlement de 50%. Et je n'ai pas le chiffre. C'est 7 058,84. Voilà. Le dossier étant complet, il vous est demandé de l'approuver. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut évoquer quelque chose de particulier? Pas de point. Non, j'ai pas vu. Non. Pas de point divers. Donc, comme le disait le président Barriga, moi, je vous invite à partager le verre de l'amitié, mais il disait toujours que on avait un verre de l'amitié qui était proportionnel au travail fourni. Donc, ce soir, c'est un petit moment convivial. Donc merci à vous et bonne fin de soirée.